Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Simon, je suis étudiant à Paris 8 et je suis également travailleur dans un collège. Moi, je vais essayer d'intervenir un peu plus sur les questions qui touchent la jeunesse et un peu sur la situation de la jeunesse aujourd'hui et des enjeux qui se posent à nous aujourd'hui. Peut-être en commençant par dire deux mots sur la fac de Saint-Denis, parce que moi je suis étudiant à Saint-Denis, à Paris 8. C'est une fac qui est née dans la suite de mai 68, dans la suite des grands mouvements ouvriers et étudiants qu'il y a eu en mai 68, et qui se donnait comme objectif à la base d'être un lieu, un espace où on peut penser l'émancipation, penser une autre manière d'organiser la société. Et pour un jeune aujourd'hui, c'est pas rien en fait de dire ça, parce que la situation de la jeunesse, c'est quoi aujourd'hui? C'est 25% de taux de chômage chez les jeunes aujourd'hui. Et dans les quartiers populaires, dans les communes populaires, c'est un taux de chômage qui grimpe parfois à plus de 50%, à plus de 60%. Et pour ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir un travail, c'est bien souvent des travails qui sont précaires, très précaires, qui sont mal payés, qui sont sous-qualifiés. Et donc, de ce point de vue-là, rendre possible l'idée qu'un autre monde est possible, que le chômage forcé, que la précarité, que les galères, que les fins de mois difficiles, eh ben, ce n'est pas une fatalité, c'est important. Et aujourd'hui, avec Macron, avec sa loi travail qui nous prépare puissance 10, avec le démantèlement de la sécurité sociale, mais aussi avec le renforcement de l'appareil policier, c'est la majorité d'entre nous, c'est la majorité de la jeunesse qu'on s'apprête à sacrifier au nom du marché, au nom du remboursement de la dette et au nom finalement des intérêts capitalistes. Il y a une anecdote sur Paris 8 qui moi, me parle et que j'ai envie de partager avec vous. C'est que quand cette fac, qui à la base était à Vincennes, quand cette fac a été déménagée à Saint-Denis, une des peurs qu'avait le pouvoir en place à l'époque, c'était que les étudiants de cette fac, donc plutôt de gauche, plutôt d'extrême gauche, plutôt révolutionnaires, c'était qu'ils se lient à la population de Seine-Saint-Denis. C'est qu'ils se lient aux classes populaires et aux travailleurs qui vivent à Saint-Denis. Et du coup, une des motivations qui a conduit à l'agrandissement de la ligne de métro, parce que maintenant la ligne 13 du métro est finie aux portes de la fac de Saint-Denis, c'était précisément que les étudiants n'aient pas à traverser la ville, pour comme ça ils viennent directement de Paris et ils sont à la fac, et ça limite en fait les contacts entre les étudiants et entre les habitants de Saint-Denis. Et pourquoi ils en avaient peur? Parce que c'est précisément cette unité entre les étudiants et entre les travailleurs qui, en mai 68, a fait trembler les classes dominantes. Et leur a montré que quand nous, on arrive à être unis, quand nous, on arrive à être rassemblés, elles peuvent tout perdre. Et c'est grâce à cette unité aussi qu'on a réussi à arracher plein d'acquis et de droits sociaux en 68. Nous, on pense qu'ils ont raison, en fait, d'avoir peur de cette unité. Et c'est aussi le sens qu'on voulait donner à notre candidature avec Élise, de dire qu'en fait, que cette unité, elle est loin d'être enterrée définitivement. C'est pas quelque chose du passé, mais c'est au contraire, aujourd'hui, avec Macron, quelque chose qui est plus que jamais à l'ordre du jour. Cette année, elle a été un peu différente par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y a eu ce grand mouvement contre la loi travail. Et finalement, ce mouvement contre la loi travail, ça allait bien au-delà de la loi travail. Un des slogans de ce mouvement, c'était quoi? C'était de dire on est contre la loi travail et son monde. Mais de quel monde on parle? On parle justement de ce monde qui est fait de chômage forcé, qui est fait de précarité, qui est fait de galères, de fins de mois difficiles, quand ce n'est pas tout le mois qui est difficile. Mais aussi parce que c'est indissociable en réalité, c'est un monde qui est fait de racisme, qui est fait de violences policières, qui est fait de contrôles aux faciès qui, dans les quartiers populaires, sont quotidiens. Donc on n'a peut-être pas gagné contre la loi travail l'année dernière. Par contre, on a gagné en capacité à se mobiliser, à se rassembler, à s'organiser et à tisser des liens entre des secteurs qui, normalement, n'ont pas forcément l'habitude de marcher ensemble. Nous, par exemple, cette année, en tant qu'étudiants, on est allé soutenir les cheminots qui étaient en grève au Bourget. On est allé soutenir les travailleurs d'MC Synchro, qui est une boîte de sous-traitance automobile dans les Yvelines. Plus récemment, on est allé soutenir les travailleurs de GMS, cette usine qui est menacée de fermeture et dont les salariés ont piégé l'usine pour résister et pour essayer de faire en sorte que cette usine ne soit pas fermée. Il y a eu les manifestations contre les mobilisations, contre les violences policières, pour Adama, pour Théo, pour Shaoyo. Dans ces manifestations, on a vu des travailleurs venir en tant que tels marcher. On s'est retrouvés avec ces travailleurs. On s'est retrouvés avec les familles qui sont venues. On s'est retrouvés avec les lycéens. Donc toute cette unité pour laquelle nous, on milite quotidiennement, cette unité dont on a besoin pour résister face à Macron et au-delà de la résistance face à Macron pour gagner, nous, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de construire ensemble et c'est ce qu'on essaye de faire à travers aussi ces élections législatives. Ce monde contre lequel on se bat, c'est une société qui en fait est profondément inégalitaire. C'est une société en fait dans laquelle moins tu as de chances de t'en sortir.
C'est un système où la majorité d'entre nous, et particulièrement la jeunesse, elle est maintenue dans un état de précarité et de pauvreté. Mais ce n'est pas pour rien qu'on est maintenu dans un état de précarité. C'est parce que cette pauvreté, cette précarité, elle a une utilité dans ce système. Elle permet quoi? Elle permet de faire pression sur les salaires, elle permet de faire pression sur les conditions de travail. Elle permet de nous habituer à nous contenter que des miettes qui tombent, à nous habituer en fait à être des salariés dociles et surtout contents de leur sort. Parce qu'on a de la chance d'avoir un travail quand autant de monde est au chômage. Et on est tellement habitué à ça que, par exemple, pendant la campagne présidentielle, quand un Benoît Hamon vient et nous dit « moi, je vais faire le revenu universel à hauteur d'un RSA à peu près », et que tout le monde, toute la presse nous dit « mais c'est magique, c'est humaniste, c'est généreux, c'est révolutionnaire ». Mais on parle de quelques centaines d'euros. Et qui, aujourd'hui, peut vivre dignement avec quelques centaines d'euros? Comment on peut arriver à nous vendre ça comme si c'était quelque chose de progressiste, de révolutionnaire, alors qu'on voit bien chaque jour des fortunes de plusieurs milliards d'euros s'accumuler, partir dans les paradis fiscaux, partir dans les poches des actionnaires des entreprises, qu'on voit toute cette richesse qui part, et qu'on nous dit, nous voilà, toi c'est quelques centaines d'euros, et sois content de ça. Donc voilà, on nous habitue à ça. Et nous, on est là pour dire, finalement, c'est un autre slogan aussi qu'il y avait eu pendant la mobilisation contre la loi travail, c'est qu'on vaut mieux que ça. On vaut mieux que quelques centaines d'euros, on vaut mieux que des emplois précaires, on vaut mieux que des emplois mal payés, on vaut mieux que ça. On sort maintenant de 5 ans de François Hollande, avec toutes les attaques qu'il y a eu, et aujourd'hui, on a un Macron qui est déterminé, non seulement à reprendre tout ce que Hollande a fait, mais à aller beaucoup plus loin que Hollande. Et de ce point de vue-là, il y a une urgence pour la jeunesse. Tout à l'heure, je parlais du taux de chômage chez les jeunes, mais par exemple, pour la jeunesse étudiante, il faut savoir que plus d'un étudiant sur 2 est obligé de travailler pour financer ses études. Et du coup, de travailler sans avoir la possibilité, en fait, il faut comprendre qu'il y a un chantage permanent. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire d'études. C'est mon cas, c'est le cas d'une majorité d'étudiants. Et donc, tu es obligé d'accepter des conditions de travail qui parfois sont difficiles, que ce soit chez Uber, que ce soit chez McDo, toutes ces boîtes-là qui justement profitent de l'exploitation des étudiants. Donc c'est un chantage qui est permanent, et encore c'est une partie de la jeunesse, parce qu'on sait qu'une majorité de la jeunesse aujourd'hui n'a même pas accès aux études supérieures. Pourquoi? Parce qu'elle est destinée en fait à être la main-d'œuvre exploitable et corvéable de demain. Et ça, c'est d'autant plus vrai que cette jeunesse qui est aspirée par ce monde du travail, qui est violent, qui est faite de concurrence acharnée, elle touche encore plus les quartiers populaires. Et disons-le, quand aujourd'hui en France, quand on est un peu trop arabe, un peu trop noir, un peu trop fils d'ouvrier ou un peu trop de quartiers populaires, on est encore plus exposé à ça. Et ça, c'est important de le dire. Parce que ne pas le dire, c'est poser un voile dessus. C'est contribuer à marginaliser la question. Et par exemple, quand un personnage comme Jean-Luc Mélenchon dit et répète, il l'a répété plusieurs fois, qu'il ne veut pas parler d'islamophobie, il refuse d'employer le terme d'islamophobie, il contribue à marginaliser cette question, il contribue à invisibiliser cette question. Et après, il vient et il nous dit, lui et ses candidats, je suis le candidat du peuple, moi je vais vous représenter, faites-moi confiance, donnez-moi votre voix, mais qui tu vas représenter si tu n'oses même pas nommer, dire le mal dont je souffre? Donc ça, c'est une vraie question. C'est pas un hasard si les violences policières, on en reparlera après, mais elles se déploient encore plus dans les espaces qui sont déjà fortement touchés par la précarité et par le chômage. C'est pas un hasard, c'est lié en fait. Nous, au NPA, on pense et on porte l'idée que ce monde-là, cette précarité, ce chômage, c'est pas une fatalité. C'est pas le destin, c'est pas la nature humaine, mais c'est le fruit de politiques qui sont décidées par des politiciens professionnels qui sont au service des intérêts capitalistes. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'il y a des mesures qui peuvent et qui doivent être prises, qui sont urgentes. Par exemple, pour la jeunesse, c'est l'idée d'un pré-salaire d'autonomie qui serait financé par les cotisations sociales et qui permettrait en fait à chaque jeune de pouvoir faire des études, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir développer toutes ses capacités sans être obligé de se salarier sur le marché du travail, sans être obligé de dépendre de sa famille. Et voilà, qui permettrait en fait à chacun d'avoir une réelle égalité des chances, qui permettrait à chacun en fait de pouvoir faire des études. Une autre mesure qu'on porte, c'est la fin de la sélection à l'université, une sélection qui se met en place de plus en plus aujourd'hui, sélection à partir du master, sélection à partir de la licence, et qui fait qu'en fait les facs sont complètement fermées, qu'une fac qui est à Saint-Denis est en réalité fermée aux Dionysiens. On sait qu'il y a plus d'étudiants parisiens que d'étudiants de Saint-Denis, et ça c'est un problème. Mais nous, on est pour que les facs, en fait, elles s'ouvrent, pour qu'il n'y ait plus cette sélection à l'université, pour que la fac, elle puisse
être au service de la population et reprendre sa place de lieu où justement on peut venir apprendre, on peut venir développer des connaissances. On est aussi pour la fin du travail précaire pour les jeunes, pour que chaque jeune puisse être embauché avec un CDI et dans des conditions qui soient dignes et qui lui permettent en fait de travailler, d'avoir de quoi vivre et d'avoir de quoi étudier, de quoi s'épanouir, d'avoir accès à la culture, aux loisirs, voilà, à tout ça. Et on est bien sûr que pour que l'argent public, il ne soit pas mis dans l'armée, il ne soit pas mis dans la police, mais on en reparlera, mais il soit mis dans les services publics, dans l'école, dans les universités, dans l'éducation. Donc un député anticapitaliste et révolutionnaire, ça sert à ça. Ça sert à porter jusqu'en haut ces questions. Ça sert à porter les revendications de la majorité de la population, même dans les assemblées les plus réactionnaires. Par contre, et ça c'est important de le dire, parce que c'est ce qui nous différencie aussi des autres partis comme la France Insoumise ou comme le Parti communiste, pour nous un député ça ne remplace pas la mobilisation de toutes et tous. Ça ne remplace pas les luttes qui doivent être construites par en bas. Et voilà, nous on est fondamentalement en désaccord avec un Mélenchon qui va te dire t'as une arme dans ta main, c'est ton bulletin de vote et ça t'économisera des kilomètres et des kilomètres de manifestations. Nous on pense que c'est exactement l'inverse, qu'un député ça doit être un appui en fait à ces luttes. Et parler en fait des luttes et des mobilisations qui sont nécessaires, c'est en fait poser aussi la question de l'outil politique dont on a besoin pour construire ces mobilisations, pour construire l'unité dont je parlais un petit peu avant. Donc c'est la question en fait du parti politique que nous on construit quotidiennement, pas que dans les périodes électorales. Et cet outil politique, c'est un parti qui doit être indépendant de l'État, indépendant de toutes ces puissances et de tous ces groupes capitalistes. C'est un parti qu'on vous propose aussi de construire à travers les luttes et qui doit nous servir en fait à être un appui, à être notre arme face à un Macron, face à l'extrême droite, face à tous les plans qui aujourd'hui sont en train d'être préparés face à nous. Et je vais finir en fait par ça, en fait, par dire qu'aujourd'hui, en 2017, en fait, on fête un anniversaire, on fête le centenaire de la Révolution russe. La Révolution russe, ça a été un moment, ça a été cet espace où, pendant quelques années, les masses, les travailleurs, les étudiants, les salariés ont pu vraiment exercer le pouvoir à travers des conseils dans les usines, à travers des conseils dans les quartiers, à travers des conseils dans les universités, dans les boîtes. Et je vais finir par rappeler la citation d'un révolutionnaire russe de l'époque, qui s'appelle Léon Trotsky, et qui disait une révolution, ça paraît impossible à tout le monde, jusqu'à ce qu'elle devienne inéluctable. Ben ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une révolution, ça paraît impossible, jusqu'à ce qu'on s'autorise à y penser. Jusqu'à ce qu'on s'autorise à dire, c'est à nous de faire de la politique nous-mêmes, c'est à nous de nous représenter nous-mêmes, c'est à nous de penser à organiser la société dans notre intérêt. Et ça, c'est le message aussi fondamental qu'on porte, c'est le message qu'on a porté pendant la campagne présidentielle, c'est que c'est à nous de reprendre nos affaires en main, et c'est à nous de faire de la politique pour nous-mêmes. Merci. Dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, votez Lise Lecoq et Simon Assoun. Votez les candidats du NPA.